Peu importe à quel point ta posture est correcte, il y aura toujours quelqu'un prêt à croiser ton chemin avec du mépris. Et c'est exactement là que commence le test. Parce que beaucoup de gens abandonnent le contrôle. Soit ils explosent sous le coup de l'émotion, soit ils avalisent leur colère et laissent-moi ça les ronger de l'intérieur. Mais tu peux gérer ces situations d'une autre manière. Imposer le respect sans perdre ta dignité. Sans crier, sans discuter, sans entrer dans son jeu. Aujourd'hui, je vais te montrer 7 attitudes qui mettent mal à l'aise celui qui te manque de respect. Ce sont des attitudes simples, pratiques et profondément déstabilisantes pour les personnes arrogantes. Des attitudes qui remettent les choses en place, changent le ton de la conversation et rendent la limite évidente, sans avoir besoin de dire un mot. Reste jusqu'à la fin ces attitudes. Ne change pas seulement la manière dont on te traite, elles changent la posture avec laquelle tu avances dans le monde. On commence. Première attitude ne te défend pas tout le temps. Il existe un réflexe presque automatique quand quelqu'un te remet en question, critique tes décisions ou te parle avec mépris. Tu commences à expliquer, à parler plus que nécessaire, à entrer dans trop de détails, à organiser des arguments dans ta tête, comme si tu étais au tribunal, en essayant de prouver que tu as fait le bon choix, que tu avais une raison valable, que tu n'as pas été irresponsable, que tu n'as pas tort. Ce que presque personne ne comprend, c'est qu'à ce moment-là, il ne se passe pas une conversation. Il se passe un test. Quand tu te justifies trop, le message que tu envoies, ce n'est pas de la clarté, c'est de l'insécurité. C'est comme si sans t'en rendre compte. Tu demandais la permission d'exister. Tu demandais l'approbation pour vivre ta propre vie. Et quelqu'un qui ne te respecte pas le sent tout de suite. Les personnes irrespectueuses ont un radar très affûté pour repérer la vulnérabilité émotionnelle. Quand elles voient que tu passes en mode justification, elles comprennent quelque chose de très simple. Elles ont encore du pouvoir sur toi. Parce que celui qui explique trop au fond essaie de convaincre l'autre de quelque chose qui devrait déjà être réglé à l'intérieur de lui. Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai mis longtemps à apprendre. Il y a eu une période de ma vie où chacune de mes décisions devenait un débat public. Si je changeais d'avis, j'expliquais. Si je refusais une invitation, j'expliquais. Si je choisissais un chemin différent, j'expliquais encore avec des détails, des justifications du contexte, comme si j'étais toujours en dette. Et les faits étaient exactement l'inverse de ce que j'espérais. Plus j'expliquais, plus les gens remettaient en question, plus j'essayais de convaincre, plus j'ouvrais un espace pour les critiques, les ironies et le manque de respect déguisés en inquiétude. Jusqu'au jour où quelque chose a changé, quelqu'un m'a questionné sur une décision personnelle. De cette manière intrusive, presque accusatrice en attendant le discours habituel, et pour la première fois j'ai répondu seulement « C'est ce que j'ai choisi », sans discours, sans défense, sans justification. En plus, le silence qui a suivi était gênant. Mais pas pour moi. La personne était visiblement mal à l'aise. Elle a essayé de lancer un autre sujet et elle n'a plus jamais touché à ce point. C'est là que j'ai compris quelque chose de simple et de puissant. Celui qui sait ce qu'il fait n'a rien à prouver à personne. Le respect ne naît pas de tes arguments. Il naît de ta posture quand tu arrêtes de te justifier. Tu retires à l'autre la scène, le contrôle. Et cette sensation d'autorité, tu n'es pas en train d'être impoli, tu es en train d'être ferme. Et ça met mal à l'aise celui qui ne te respecte pas. Parce que ça l'oblige à regarder son propre comportement. Sans ta collaboration émotionnelle, l'absence d'explication est une limite silencieuse, elle dit. Mes choix ne sont pas à négocier. Et plus tu pratiques ça, plus quelque chose change aussi en toi, tu ressens moins le besoin d'approbation, moins d'angoisse quand on te questionne, plus de stabilité intérieure. Alors retiens ça. Quand quelqu'un essaye de te déstabiliser en exigeant des explications, essaie de répondre, une phrase courte ou aucune. Observe les faits. Quelqu'un qui ne te respecte pas va se sentir petit. Non pas parce que tu as attaqué, mais parce que tu ne t'es pas incliné. Et ce genre de posture calme et sûre désarme le manque de respect comme peu de choses. Ça veut le faire. Deuxième attitude, ne baisse les yeux devant personne. Cette deuxième attitude est l'une de mes techniques préférées et aussi l'une des plus efficaces, parce qu'elle ne dépend pas des mots, elle n'exige aucune explication, et elle fonctionne exactement. Au moment où quelqu'un s'attend à te voir vaciller, je parle du regard silencieux. Peu de gens le réalisent,
Mais le moment où quelqu'un te manque de respect est presque toujours accompagné d'un test invisible. Après la remarque piquante, la provocation déguisée en plaisanterie ou ce ton condescendant, il y a une courte pause. Et dans cette pause, l'autre te regarde. Il n'attend pas une réponse. Il attend une réaction. Des yeux qui se baissent, un sourire nerveux, un regard qui se détourne rapidement, comme quelqu'un qui cherche à sortir de la situation. C'est dans cet instant que le jeu se décide le plus souvent, quand tu maintiens le contact visuel, calme et ferme, sans détourner quelque chose, se brise. L'attente de ton insécurité ne se confirme pas. La tentative de te déstabiliser ne trouve pas de soutien, et ça change complètement la dynamique de la situation. Détourner le regard est instinctif quand on se sent menacé ou rabaissé. C'est un réflexe de défense. Le corps essaie de se protéger et les yeux cherchent un issue. C'est pour ça que tenir le regard a autant d'impact. Pas parce que ça intimide, mais parce que ça communique ta présence. Maintenir le contact visuel, ce n'est pas défier, c'est affirmer, sans dire un mot, que tu ne vas pas te recroqueviller, face à quelqu'un qui essaye de te diminuer. Et ça dérange profondément celui qui comptait sur ton insécurité pour avancer. Je l'ai compris très clairement dans des situations entre amis, tu connais ce groupe, où il y a toujours quelqu'un qui dépasse les limites sur le ton de la blague. Cette personne qui lance des commentaires ironiques, des petites piques, des plaisanteries qui ne font rire qu'aux dépens des autres. Dans mon cas, c'était presque toujours pareil. Une remarque piquante au milieu de la conversation. « Ah, mais c'est pour rire, détends-toi juste après. » Et ensuite le regard. La personne disait quelque chose et me fixait immédiatement, en attendant la réaction, en attendant que je rie jaune, que je baisse les yeux, que j'entre dans le jeu pour ne pas rendre l'ambiance, gênante pendant longtemps. C'est ce que je faisais, je souriais, je détournais le regard. Je changeais de sujet, et sans m'en rendre compte, je donnais la permission de continuer, jusqu'au jour où dans une de ces situations, j'ai fait autrement. La remarque est tombée, le ton était le même. Et juste après le regard qui attendait la réaction, cette fois j'ai maintenu le contact visuel, je n'ai pas regardé avec colère, je n'ai pas fait un grimace de reproche. Je n'ai absolument rien dit. J'ai simplement tenu le regard, calme présent sans soumission. Quelques secondes seulement, mais l'effet a été immédiat. La personne a commencé à bouger sur sa chaise. Elle a détourné le regard en première. Elle a essayé de lancer un autre sujet, elle a ri toute seule, comme quelqu'un qui réalise qu'il est allé trop loin. Mais le détail le plus fort n'était même pas ça. C'était l'ambiance. Les gens autour ont remarqué. La conversation s'est arrêtée un instant. Il y a eu ce silence court gênant, où tout le monde a compris exactement ce qui venait de se passer. Personne n'a rien dit, mais tout le monde était attentif. Pas parce que j'ai fait une scène, mais parce que je n'ai pas reculé. À ce moment-là, celui qui avait essayé de manquer de respect s'est retrouvé exposé par son propre comportement, sans attaque, sans réponse cinglante, sans explication. Et quand ça arrive, le jeu se renverse. Parce que quand tu tiens le regard, tu ne parles pas seulement à celui qui a essayé de te diminuer, tu parles à tout l'environnement, tu montres sans un mot que tu as vu la limite être, franchi et que tu ne vas pas faire, semblant de ne rien voir, et ça réorganise l'espace. L'ambiance a changé ensuite. Les commentaires ont diminué, le ton est devenu plus prudent. Cette liberté de manquer de respect sur le ton, de la blague a disparu. Parce que tout le monde a compris le message, quand tu ne réagis pas comme on l'attend, tu casses le scénario de l'autre, et ça montre clairement à tous où se situe la limite. Le contact visuel fait quelque chose de très précis. Il rappelle à l'autre que tu es là, entier conscient. Celui qui manque de respect compte souvent sur ton instabilité émotionnelle, sur ton malaise, sur ton silence corporel pour gagner de la place. Mais quand tu maintiens le regard, le jeu change. Il est important de comprendre ceci. Le regard n'est pas une arme, c'est un outil. Utilisé avec conscience, il ne crée pas de peur. Il crée une limite. Il ne ferme pas le dialogue. Il rend le dialogue honnête. Tu n'as pas besoin de parler. Le corps parle pour toi. Maintenir le contact visuel, c'est dire sans mots. J'ai entendu, j'ai compris. Et je suis toujours là. Ça invite l'autre à réfléchir. Parce que ça enlève le confort de l'impunité. Il n'y a pas d'affrontement, mais il n'y a pas de fuite non plus. Et au fond, c'est de ça que parle toute cette vidéo.
Aucune de ces attitudes n'existe pour humilier, menacer ou dominer qui que ce soit. Elles existent pour protéger ta dignité. Parce que celui qui te manque de respect ne s'attend pas de la fermeté. Il ne s'attend pas à de la conscience, encore moins à de la sérénité. Et quand il trouve exactement ça sans cri, sans agressivité, sans explication, le respect trouve un espace pour apparaître. Ou, au minimum, le manque de respect perd de sa force. Troisième attitude, questionne, n'attaque pas. Quand quelqu'un te blesse, te coupe, ou te traite avec irrespect, il y a une impulsion, presque automatique, qui monte dans la poitrine accusée. Pointer du doigt soulage sur le moment, c'est comme si, en mettant la faute dehors, tu respirais, enfin. Mais ce soulagement est court et le prix est souvent élevé. L'accusation transforme toute conversation en affrontement. Au moment où tu accuses, l'autre n'écoute plus rien. Il passe en mode défense. Peu importe que tu aies raison. La conversation devient une bataille d'ego, pas une recherche de respect. Questionner, c'est différent. Questionner n'attaque pas. Questionner expose. Et ça change complètement la dynamique de pouvoir. Laisse-moi te donner un exemple réel. J'étais dans une réunion importante, avec plusieurs personnes dans la salle. À chaque fois que je commençais à parler, un collègue m'interrompait pas. Une fois de temps en temps, constamment, il coupait mes phrases, parlait par-dessus. Déviait le sujet comme si ce que je disais n'avait aucune valeur. La première envie, c'était de l'accuser devant tout le monde, de dire quelque chose comme tu ne sais pas respecter. Ou tu m'interromps tout le temps. Je savais que ça ferait une scène de la défense, une ambiance lourde, et que ça me mettrait probablement dans le rôle de l'émotif de la salle. Alors j'ai fait autre chose. J'ai attendu qu'il m'interrompe encore, parce que je savais que ça allait arriver. Quand c'est arrivé, je me suis arrêtée, je l'ai regardé calmement, et j'ai demandé d'un ton neutre, assez fort pour que tout le monde entende. Tu as remarqué que tu viens de m'interrompre, encore une fois pendant que je parlais, silence. Il n'y a eu aucune accusation, aucune attaque. Mais il venait d'être mis face à son geste. Il était visiblement mal à l'aise. Il a essayé de se justifier. Il a eu un petit rire gêné. Il a dit qu'il ne s'en était pas rendu compte. Mais quelque chose a changé là. À partir de ce moment-là, il a commencé à se contrôler. Et le plus intéressant, c'est que le respect est venu, non pas parce que j'ai élevé la voix, mais parce que je l'ai obligé à voir son propre comportement. C'est ça l'effet d'une question. Quand tu accuses, tu deviens le problème. Quand tu questionnes, c'est le comportement qui devient le problème. Et il y a une vraie différence entre dire « tu ne me respectes jamais » et demander « tu as conscience de la manière dont ça a sonné pour moi ». Dans la première phrase, tu n'es pas en train de parler de ce qui s'est passé, tu attaques la personne entière. Tu la colles dans l'étiquette irrespectueux. Et quand quelqu'un se sent étiqueté, la réaction est automatique. Défense, justification. Contre-attaque. La conversation cesse d'être une question de respect et devient un combat d'ego qui a raison, qui a tort. Alors que la deuxième question fait autre chose. Elle n'accuse pas, elle expose. Elle ne pousse pas, elle oblige l'autre à s'arrêter et à regarder son propre comportement. Au lieu de se défendre, la personne doit réfléchir. Au lieu de réagir, elle doit s'observer. Et ce petit instant de pause change tout. C'est pour ça que la première phrase crée de la résistance et la deuxième crée de la conscience. L'une ferme des portes, l'autre ouvre un espace. Questionner, ce n'est pas ravaler, ce n'est pas se taire, c'est choisir la manière la plus intelligente de se positionner. Et en plus, questionner te protège aussi d'une chose importante, les mauvaises interprétations. Tout manque de respect n'est pas intentionnel. Parfois, ça vient de la précipitation, d'une négligence ou d'attentes qui n'ont jamais été dites à voix haute. Quand tu poses une question, tu crées de la place pour comprendre, et quand il y a compréhension, le respect apparaît, ou au minimum, la limite devient claire. Et voici le point central. Questionner expose sans humilier, corrige sans attaquer, et impose le respect sans faire monter le conflit. Pour quelqu'un qui ne te respecte pas, c'est profondément déstabilisant, parce que ça lui enlève le rôle de victime, et ça lui met un miroir en face. Alors je te lance un défi la prochaine fois que quelqu'un dépasse une limite. Résiste à la tentation d'accuser, respire et demande. Une question bien posée au bon moment vaut mieux que 10 accusations lancées à chaud. Elle ne change pas seulement la conversation, elle change la place que tu occupes à l'intérieur. Quatrième attitude,
celle qui met mal à l'aise celui qui te manque de respect. Sois cordial mais jamais trop accessible. Tu as déjà remarqué que certaines personnes ne commencent à te manquer de respect, qu'après s'être senties trop à l'aise avec toi, ce n'est pas un hasard. Il existe une ligne très subtile entre être poli et offrir de l'intimité, et quand cette ligne est franchie, le respect part souvent avec elle. Beaucoup de gens confondent ces deux choses, et c'est exactement dans cette confusion que le manque de respect trouve de la place pour grandir. Être poli, c'est garder la civilité. C'est le bonjour, c'est un ton calme. C'est le respect de base, que tu offres parce que ça dit quelque chose de toi, pas de la personne en face. L'intimité, c'est autre chose. L'intimité, c'est ouvrir un espace émotionnel. C'est sourire trop, c'est chercher la proximité, c'est agir comme s'il y avait un lien qui, en réalité, n'existe pas ou ne devrait pas exister. Quand quelqu'un ne te respecte pas, mélanger politesse et intimité est une erreur silencieuse, parce que sans t'en rendre compte, tu envoies le mauvais message. Malgré ton comportement, tu as encore accès à moi. Et les personnes irrespectueuses savent lire ça très bien. Traiter quelqu'un avec politesse, tout en gardant une distance émotionnelle, ce n'est pas de la froideur, c'est de la protection. C'est toi qui dis par ta posture et ta présence. Je ne vais pas descendre à ton niveau, mais je ne vais pas non plus t'inviter à t'approcher. Je l'ai appris dans la vraie vie avant. J'insistais pour être trop cordial. Avec des gens qui dépassaient clairement les limites, je souriais, je lançais la conversation. J'essayais de garder une ambiance légère comme si ça allait résoudre le problème. Mais l'effet était toujours le même. Plus j'avais l'air accessible, plus ces personnes se sentaient à l'aise. Pour continuer à me manquer de respect, jusqu'au jour où j'ai changé quelque chose de simple. Je suis restée polie, mais j'ai coupé tout signe d'intimité. Je saluais, je répondais avec respect, mais sans blague. Sans proximité, sans cet effort inconscient de plaire, et c'est là que l'ambiance a changé. Les gens ont commencé à peser leurs mots. Le ton a changé, et celui qui se sentait à l'aise pour manquer de respect s'est mis à se sentir déplacé. Parce que la politesse sans intimité crée une limite invisible, ça ne crée pas de confrontation, mais ça ne crée pas d'ouverture non plus. Tu n'es pas en train d'être brutal, tu es en train d'être clair. Être poli sans montrer d'intimité, ça montre immaturité émotionnelle. Ça montre que tu n'as pas besoin de punir, de provoquer ou d'humilier qui que ce soit pour t'imposer. Tu n'offres simplement pas ce que l'autre n'a pas su respecter. Et ça pour quelqu'un qui ne te respecte pas. C'est profondément déstabilisant, parce que ces personnes se nourrissent souvent de réactions émotionnelles, de proximité forcée, d'ouverture excessive. Quand elles tombent sur quelqu'un de calme, poli et distant en même temps, elles ne savent pas comment agir. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de drame, mais il n'y a pas d'accès, et cet équilibre est puissant. Alors retiens ça. La prochaine fois que quelqu'un te traite avec irrespect, ne change pas qui tu es, change le niveau d'accès, sois poli, sois serein, mais garde la porte émotionnelle fermée. Tu ne dois pas d'intimité à quelqu'un qui ne montre pas de respect. Et quand tu comprends ça, quelque chose change. L'autre comprend qu'il ne peut pas dépasser les limites, sans perdre de la place. Cette posture ne crie pas, ne menace pas. Mais elle dit clairement « Je sais qui je suis et je sais jusqu'où tu peux aller. » Et peu de choses désarment plus le manque de respect que ça. 5e attitude, ne montre pas de dépendance. Les gens sentent quand tu as besoin de rester. Et quand ils le sentent, ils testent jusqu'où ils peuvent aller. Il y a une vérité simple et inconfortable derrière ça. Au moment où quelqu'un comprend que tu dépends de cette relation, de ce travail ou de cet environnement, le respect commence à t'échapper. La dépendance change la dynamique. Elle te met dans une position d'attente d'acceptation, de tolérance excessive. Et les personnes irrespectueuses repèrent ça très vite. C'est pour ça que montrer que tu as d'autres options est l'une des attitudes les plus puissantes qui existent, et je veux que ce soit très clair dès maintenant. Montrer que tu as des options, ce n'est pas menacer, ce n'est pas faire des jeux psychologiques, ce n'est pas brandir quoi que ce soit sous le nez de quelqu'un. C'est imposture, c'est une vie en mouvement. Quand ta vie tourne autour d'une seule personne, d'un seul lieu ou d'une seule approbation, tu commences à accepter des miettes, tu tolères des remarques piquantes, tu ravales, des situations inconfortables, baisse la tête pour ne pas perdre quelque chose, qu'au fond tu crois devoir absolument garder. Mais quand tu as des options, quelque chose change à l'intérieur. Tu ne m'en dis pas l'attention.
Tu ne supplies pas le respect. Tu ne te rapetisses pas pour tenir dans un case. Parce que tu sais que tu peux choisir. Je l'ai appris de façon très concrète au travail. Il y a eu une période où j'étais dans un endroit où le manque de respect n'était jamais direct. Personne ne levait la voix. Personne ne faisait de critiques explicites. C'était ce manque de respect que seul celui qui l'a vécu sait reconnaître. En réunion, par exemple, je proposais une idée, je parlais pendant 2 ou 3 minutes, et le sujet mourait. Silence, quelques regards ailleurs. Et la réunion continuait comme si je n'avais rien dit. 20 minutes plus tard, quelqu'un répétait pratiquement la même idée, et là il y avait des hochements de tête, des bonnes remarques, des ça se tient, et toi tu restes là assis à te demander si tu deviens fou. Il y avait aussi les décisions prises en dehors des réunions, des projets que je découvrais seulement après qu'ils avaient là déjà été décidés, des emails importants où mon nom n'apparaissait même pas, rien d'assez explicite pour confronter mais assez récurrent pour peser. Et le pire c'était cette sensation permanente de devoir prouver ma valeur, arriver plutôt trop expliqué, accepter des tâches en plus pour ne pas avoir l'air difficile, comme si j'étais toujours redevable, comme si je devais toujours justifier ma place. Avec le temps, le problème est devenu évident. J'avais besoin de cet environnement. J'avais besoin de ce poste. J'avais besoin de me sentir reconnue par mes collègues, par mon chef, et quand les gens perçoivent ça, même inconsciemment, le respect commence à s'écouler. Le tournant n'est pas venu d'une discussion dure, ce n'est pas venu d'un ultimatum, ce n'est pas venu d'une menace à peine voilée, c'est venu d'un mouvement silencieux. Je n'ai rien annoncé, je n'ai pas dit que je cherchais une autre opportunité, je n'ai pas cherché à montrer quoi que ce soit. J'ai simplement commencé à construire des alternatives, j'ai développé des projets en parallèle, j'ai investi dans des compétences qui me donnaient de l'autonomie, j'ai élargi mon champ de possibilités en dehors de cet endroit. Et quelque chose de curieux s'est produit. Mon comportement a changé, avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. J'ai moins cherché à me justifier. J'ai arrêté d'accepter n'importe quoi. J'ai arrêté de montrer cette urgence à plaire. Et les gens l'ont remarqué. Le temps en réunion a changé. On m'a davantage écouté. Les décisions ont recommencé à m'inclure. Les conversations sont devenues plus prudentes. Pas parce que quelqu'un a eu peur, mais parce que c'était clair que je n'étais pas coincée. Quand quelqu'un comprend que tu as des options, que tu peux avancer à tout moment, il réfléchit à 2 fois avant de te traiter mal. Le respect cesse d'être optionnel. C'est ça qui met mal à l'aise, celui qui te manque de respect. Pas parce que tu l'as défié, mais parce que tu as montré, par tes actes que tu ne dépends pas, et ça dérange profondément. Montrer que tu as d'autres options. C'est continuer ta routine, tes plans, tes projets, même face au mépris. C'est ne pas arrêter ta vie en attendant que quelqu'un change. C'est ne pas figer tes pas par peur de perdre ta place. Plus tu avances, plus une vérité devient claire, aucune personne. Aucun lieu, aucun poste ne définit qui tu es. Et quand l'autre comprend ça, le pouvoir change de camp. Alors retiens ça, celui qui a des options choisies. Celui qui choisit ne se soumet pas. Et celui qui ne se soumet pas impose naturellement le respect, sans menace, sans affrontement. Sans explication. Juste en avançant 6e attitude. Fais comprendre clairement que plaire n'est pas ta priorité. Combien de fois tu t'es manqué de respect, juste pour ne pas déplaire à quelqu'un? Chaque fois que ça arrive, quelque chose change dans la relation. Et presque toujours, le respect est la première chose à disparaître quand tu dis oui. Alors que tu veux dire non. Quand tu ris pour éviter un malaise. Quand tu acceptes des choses qui n'ont aucun sens, juste pour ne pas passer pour quelqu'un de compliqué. Le message est clair même si tu ne le dis jamais à voix haute. J'ai besoin que tu m'aimes. Et à partir de ce moment, le respect commence à s'évaporer. Parce que celui qui comprend que tu as besoin de plaire, comprend 2 choses très vite. Qu'il peut exiger plus qu'il ne devrait. Et que tu mettras rarement des limites. Mais voici quelque chose d'important. Arrêter de plaire, ce n'est pas être froid, grossier ou distant. C'est poser les pièces au sol et comprendre que ta présence, ton temps et tes décisions, n'ont pas à passer par une approbation extérieure. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Tout le monde n'aimera pas tes choix. Et c'est très bien comme ça. Le malaise que ça provoque chez les autres n'est pas ta responsabilité. J'ai mis longtemps à le comprendre. J'ai grandi en croyant que pour avoir de la valeur, je devais être acceptée, que plaire était la manière la plus sûre d'appartenir. Que dire oui, garder les gens près de moi, et que dire non,
mettait tout en danger, et cette idée s'est infiltrée dans ma vie d'adulte sans que je m'en rende compte. J'acceptais des invitations alors que j'étais épuisé, juste pour ne pas avoir l'air distant. J'allais à des rendez-vous que je ne voulais pas. Je restais plus longtemps que je ne pouvais. Je riais à des choses qui n'étaient pas drôles. Dans les amitiés, par exemple, j'étais toujours disponible. Je répondais vite. J'écoutais des confidences interminables. J'annulais mes propres plans pour aider. Mais quand j'avais besoin de quelque chose, la réponse tardait. Quand je parlais, le sujet changeait. Quand je disais que j'étais fatigué, on me répondait « Oh, mais c'est rapide ». Et ça s'installe petit à petit. Des messages qui arrivent tard le soir, comme si ton temps n'avait aucune valeur. Des demandes de service à la dernière minute, toujours avec cette attente implicite que tu allais trouver une solution. Et quand, pour la première fois, tu ne pouvais pas, il y avait le silence, ou un ton froid, ou cette culpabilité subtile, comme si tu avais enfreint une règle qui n'avait jamais été dite. C'est ça, le manque de respect déguisé. Il ne crie pas. Il s'appuie sur ta disponibilité. Et plus tu essaies de plaire, plus cet espace est occupé. Jusqu'au moment où j'ai commencé à changer quelque chose de simple. J'ai commencé à dire non quand ça n'avait pas de sens. J'ai arrêté de trop justifier mes décisions. J'ai arrêté de rire automatiquement à tout. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas annoncé de changement d'attitude. J'ai simplement arrêté de me trahir pour préserver le confort des autres. Et alors, le tournant est arrivé. Certaines personnes ont trouvé ça étrange. Elles ont été agacées. Elles se sont éloignées. Mais d'autres ont complètement changé leur manière de me traiter. Les messages sont devenus plus respectueux. Les demandes sont arrivées avec plus de considération. Le ton a changé. Parce que quand tu montres clairement que tu n'as pas besoin de plaire, tu montres clairement que tu ne peux pas être utilisé émotionnellement. C'est ça qui met mal à l'aise celui qui te manque de respect. Pas parce que tu l'as affronté, mais parce que tu es sorti du rôle de celui qui est toujours disponible, toujours compréhensif, toujours adaptable. Quand tu n'as pas besoin de plaire, personne ne peut te manipuler par la peur du rejet. Et quand cette peur disparaît, le respect retrouve sa place. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, retiens ça. Tu n'as pas besoin de sourire quand tu es fatigué. Tu n'as pas besoin d'accepter tout pour ne pas paraître antipathique. Tu n'as pas besoin de te justifier pour éviter que quelqu'un soit contrarié. Arrêter de plaire ne t'isole pas. Ça t'aligne. Et quand tu t'alignes avec toi-même, le monde apprend très vite jusqu'où il peut aller. 7e attitude. Ne laisse pas le manque de respect changer qui tu es. Il y a quelque chose de plus dangereux que d'être traité sans respect. C'est de devenir quelqu'un de plus petit à cause de ça. Parce que quand quelqu'un te traite mal, l'attaque n'est pas seulement extérieure. Elle essaie d'entrer. Elle essaie de contaminer ta posture, ton langage, ta façon de marcher, de regarder, d'exister. Le vrai jeu du manque de respect n'est pas de t'humilier devant les autres. C'est de te faire sortir de là en te sentant plus petit que quand tu es entré. C'est pour ça que garder la tête haute, ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question d'éthique. Quand quelqu'un te manque de respect, l'objectif n'est presque jamais ce qui a été dit, c'est ce qui vient après. Te faire douter, te faire te recroqueviller, te mettre dans une position de défense permanente. Mais au moment où tu tiens ta posture, épaules solides, regard clair, présence entière, quelque chose de puissant se produit, l'attaque ne trouve pas où s'installer. Tu n'as pas besoin de répondre, tu n'as pas besoin d'expliquer, tu n'as rien à prouver, tu restes là. Et ça déstabilise profondément celui qui s'attendait à te voir réagir, te justifier ou te laisser corrompre émotionnellement. Je l'ai compris quand j'ai réalisé que la plus grande erreur n'était pas le commentaire de l'autre, mais de laisser ça façonner la personne que je devenais après. Il y a eu des situations dans ma vie où quelqu'un insistait avec de petites provocations. Rien d'explicite, rien de direct. Toujours sur la limite de la blague, du sarcasme acceptable, de l'ironie socialement tolérée. Et pendant longtemps, ça m'affectait plus que je ne voulais l'admettre. Je sortais de ces interactions plus tendues, plus sur la défensive, plus fermé. Puis j'ai eu une prise de conscience, si je changeais à cause du manque de respect, alors le manque de respect gagnait. Alors j'ai pris une décision simple et définitive. Je n'allais plus laisser le manque de caractère des autres dicter ma posture. Je suis entré dans les endroits de la même manière que j'en sortais. Tête haute, pas ferme, regard clair. S'il y avait une remarque piquante, elle tapait et ne trouvait pas de place en moi. Ça ne devenait pas une réponse piquante. Ça ne devenait pas du ressentiment. Ça ne devenait pas un changement d'identité. Et il se passe quelque chose de curieux quand tu fais ça. Celui qui essaie de te diminuer commence à se sentir déplacé. Parce que ces personnes comptent sur ta réaction pour se sentir plus grande. Elles comptent sur ta corrosion intérieure pour valider leur propre comportement. Quand ça ne se produit pas, le pouvoir s'évapore. Garder la tête haute,
C'est refuser l'invitation à devenir quelqu'un d'amer, de réactif ou dur à l'intérieur. C'est dire, en silence, tu ne vas pas me façonner. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intégrité. Tu ne te mets pas au-dessus de qui que ce soit. Tu restes entier. Et voici une vérité dont on parle peu. Le respect de soi commence quand tu décides de ne pas payer le prix émotionnel de l'ignorance des autres. Ne pas porter l'attaque, ne pas ruminer l'offense. Ne pas laisser le manque de respect devenir une partie de ta personnalité. Marcher la tête haute, c'est marcher avec un caractère intact. C'est traverser des environnements hostiles sans devenir hostile. C'est sortir des batailles sans cicatrices intérieures. Et ça, c'est une force réelle. Alors retiens ça, le monde peut essayer de te plier, de te provoquer, de te réduire. Mais il ne gagne que s'il arrive à te faire perdre ta posture. Tant que tu gardes la tête haute, personne ne te bat vraiment. Parce que le respect commence par toi. As-tu déjà pris le temps de réfléchir au fait que peut-être rien dans ta vie n'est arrivé par hasard? Que chaque perte, chaque retard et même chaque silence ait pu avoir un but que tu n'as pas encore su voir? La vérité, c'est que la vie possède une intelligence que l'esprit ne comprend pas. Parfois, elle détruit ce qui est confortable pour révéler ce qui est essentiel. Parfois, elle retarde tout, simplement pour te protéger de quelque chose que tu n'étais pas encore prêt à affronter. La vie ne se trompe jamais d'adresse. Chaque situation arrive avec une leçon déguisée. Et quand tu commences à le comprendre, ce qui te semblait une punition devient clarté, et ce qui paraissait une perte devient direction. Cette vidéo parle de cela. Comprendre que le destin n'est pas un accident mais une architecture. Rien n'est arrivé par hasard. Chaque expérience, qu'elle soit douce ou douloureuse, est venue avec une raison, jusqu'au fait que tu entendes ces mots en ce moment même. Quand tu fais confiance, la vie recommence à te guider. Écris dans les commentaires « Je fais confiance au chemin ». Parce que c'est à cet instant précis, quand tu lâches le contrôle et que tu choisis de croire, que tout commence à changer. C'est à ce moment-là que l'univers comprend que tu es prêt. Avant de commencer, fais 2 choses simples. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Grâce à toi, ces mots pourront atteindre d'autres âmes en quête de clarté et de sens. Numéro 1. Les plus grands changements se produisent dans le silence. Il y a des jours où tout s'arrête. Tu essaies, tu insistes, tu fais des efforts, et pourtant rien ne semble avancer. C'est comme si le temps restait immobile, comme si la vie t'avait oublié quelque part sur le chemin. Mais écoute attentivement. Tu n'es pas à l'arrêt, tu es en train d'être formé. Le stoïcisme nous enseigne qu'il n'existe pas de phases inutiles, seulement des phases de préparation. Et le silence fait aussi partie du plan. Marc Aurèle a écrit « Reçois sans arrogance, laisse partir sans attachement ». C'est là l'essence de la sagesse face au temps. Permettre à chaque moment d'accomplir son rôle, sans hâte, sans résistance. Parfois, ce qui ressemble à un retard n'est que la vie qui t'enseigne à avoir la structure nécessaire pour soutenir ce qui arrive. Pense aux saisons de l'année. Sans l'hiver, le printemps ne fleurirait jamais. Et toi, comme tout dans la nature, tu as aussi tes cycles. Il y a des phases qui t'apprennent le détachement, d'autres, la résilience. Certaines te défient de te taire, et d'autres t'invitent à agir. Mais toutes, sans exception, remplissent un but plus grand. L'esprit impatient veut tout comprendre maintenant, veut voir des résultats immédiats, veut brûler les étapes. Mais le destin a sa propre ingénierie, et parfois, ce qui ressemble à un retard est une protection. Ce qui semble vide est une structure en train d'être construite à l'intérieur. Khalil Gibran a écrit « La graine rêve de la lumière, mais elle doit apprendre à aimer l'obscurité où elle pousse. C'est dans cette obscurité, là où personne ne t'applaudit, là où tout semble arrêté, que tu grandis le plus. Arrête-toi et réfléchis. Combien de fois as-tu cru être oublié alors qu'en réalité tu étais préparé? Combien de fois as-tu maudit l'intervalle sans comprendre que c'était lui qui te renforçait pour ce qui viendrait ensuite? La vie a des phases de récolte, mais elle a aussi des phases de fondation. Et celui qui ne respecte pas le temps de la fondation construit des murs qui s'effondrent au premier vent. Alors, si aujourd'hui rien ne semble se passer, ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de faire confiance. Le vrai mouvement ne fait pas toujours du bruit. Parfois, ce que tu appelles stagnation n'est que la terre qui se réorganise avant que la graine ne perce. Le stoïcisme nous rappelle, la nature ne se trompe jamais de temps. Quand quelque chose ne fleurit pas, c'est que le sol est encore en préparation. Et quand tu comprends cela, le désespoir se transforme en patience, le doute se transforme en foi, et l'attente se transforme en force silencieuse. Alors, au lieu d'exiger que la vie accélère, apprends à marcher à son rythme. Accepte le silence comme une partie du chemin. Fais confiance à la pause comme à une partie de la réponse et comprends. Le temps n'est pas contre toi, il est pour toi. Il polit ce qui a encore besoin de mûrir dans le silence.
Et quand ce moment arrivera, tu comprendras, rien n'était immobile, c'était toi qui étais façonné. Si cette leçon a eu du sens pour toi, écris ci-dessous, avec intention. J'ai confiance dans le temps de ma vie. Numéro 2. Chaque choix ouvre une nouvelle direction. As-tu remarqué comme les moments les plus importants de ta vie ne semblaient pas si importants lorsqu'ils sont arrivés? Parfois, c'était un simple choix, une conversation ordinaire, un oui ou un non dit sous l'impulsion. Et ce n'est que des années plus tard que tu as compris. C'est là que tout a commencé à changer. La vie agit ainsi, dans les détails. Pendant que tu attends le spectacle, elle se meut dans les coulisses. Le destin n'annonce pas ses mouvements. Il se construit à partir de ce que tu répètes. Chaque mot que tu choisis, chaque pensée que tu nourris, chaque attitude que tu maintiens, même lorsque personne ne te voit, tout cela écrit la route que tu parcourras plus tard. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle a écrit « Ce qui est en ton pouvoir, tes opinions, tes intentions, tes désirs et tes actions, c'est cela qui façonne ta vie. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu peux contrôler la manière dont tu marches dessus. Pense à la vie comme à un sentier de sable mouillé. À chaque pas, tu laisses une trace, et tôt ou tard, tu devras repasser par l'endroit où tu as marché. Si tu marches avec conscience, le chemin devient solide. Si tu marches avec négligence, ton empreinte devient un piège. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils répètent les mêmes habitudes, se plaignent des mêmes choses, accusent le même passé et espèrent que quelque chose changera sans rien changer. Mais la vie ne répond pas à ce que tu désires. Elle répond à ce que tu pratiques. Tu veux plus de paix? Pratique le silence. Tu veux plus de clarté? Commence à mettre de l'ordre. Tu veux plus de force? Commence à agir, malgré la peur. L'esprit distrait cherche des raccourcis. L'esprit éveillé choisit la cohérence. Et c'est pourquoi un petit acte de discipline a plus d'impact sur ton destin que 1000 intentions vagues. L'univers n'écoute pas ce que tu promets. Il répond à ce que tu répètes. Chaque fois que tu fais ce qui est juste, même fatigué, c'est comme si tu disais à l'univers « Je suis prêt pour quelque chose de plus grand ». Et il t'entend. La philosophie stoïcienne ne parle pas de perfection, mais de présence. Elle ne consiste pas à contrôler ce qui arrive, mais à maîtriser la façon dont tu réponds. Alors arrête-toi un instant et demande-toi « Qu'est-ce que je pratique chaque jour sans même m'en rendre compte? Ce schéma m'approche-t-il ou m'éloigne-t-il de la vie que je veux vivre ?» Car la vérité est simple. Tu n'es pas ce que tu rêves d'être. Tu es ce que tu répètes être. Twyla Tharp disait « La routine quotidienne est le sol fertile sur lequel l'excellence fleurit. » Et c'est là que tout change, lorsque tu t'éveilles au pouvoir des petites actions et comprends qu'il n'existe pas de neutralité dans la vie. Chaque pensée est un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Chaque geste est une graine semée dans le terrain de ton destin. Et le jour où tu comprends cela, le monde n'est déjà plus le même, car tu cesses d'être emporté et tu commences à conduire. Prendre conscience de ce pouvoir, c'est ce qui te permet d'agir autrement, de créer de nouvelles empreintes sur ce sable mouillé et de construire, avec intention, le chemin qui soutiendra ton avenir. Le destin n'est pas un lieu où tu arrives, c'est le sol que tu crées, pas à pas, avec les choix que tu fais aujourd'hui. Numéro 3. L'adversité est la meilleure professeure de la vie. Personne ne choisit de souffrir. Mais presque toujours, c'est la douleur qui enseigne ce que la zone de confort a tenté de cacher pendant des années. La vie a une manière étrange et sage de nous façonner. Elle ne murmure pas, elle secoue. Et lorsque tout semble s'effondrer, ce n'est pas une punition. C'est un appel à reconstruire les parties de toi qui ne supportent plus le poids de ta propre croissance. L'adversité n'arrive jamais par hasard. Elle vient avec une mission. Marc Aurèle a écrit « Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin ». Ce n'est pas une métaphore décorative, c'est un avertissement. Ce qui aujourd'hui te paraît un obstacle, demain sera rappelé comme le moment où tu t'es enfin réveillé. Pense à une épée en train d'être forgée. Le métal ne devient résistant qu'après être passé par le feu, le marteau et la répétition. Si le forgeron épargnait la chaleur, la lame ne couperait jamais. Pour toi, c'est pareil. Chaque perte, chaque rejet, chaque retard et chaque échec est le feu qui retire l'excès et révèle l'acier de ton essence. La vie n'essaie pas de te briser. Elle essaie de te renforcer en enlevant ce qui en toi est encore fragile. Seulement, l'esprit impatient ne comprend pas cela. Il confond douleur et erreur. Il réagit, se révolte, invente des histoires. Il essaie d'anesthésier le tout avec des distractions, des justifications, des comparaisons. Mais le stoïcien ne cherche pas la fuite, il cherche la clarté. Il sait que la douleur est une forme sophistiquée d'instruction. Et quand la souffrance apparaît, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», il demande
Qu'ai-je encore besoin d'apprendre de cela? Ce changement de question modifie ta perspective. Il transforme la douleur en laboratoire de connaissance de soi. Tu comprends que la vie n'essaie pas de te briser. Elle t'aide à devenir plus lucide. Elle t'enseigne à voir ce que tu ignorais auparavant. Tes réactions automatiques, tes attachements, tes illusions de contrôle. Haruki Murakami a écrit « Quand tu sors de la tempête, tu n'es plus la même personne que celle qui y est entrée. Tel est le but de la tempête. » Et peut-être que c'est là l'une des plus grandes vérités que tu puisses comprendre. La douleur n'est pas une punition, c'est une purification. Elle enlève ce qui est faux pour que le vrai puisse émerger. Pense aux fois où la perte t'a forcé à te réinventer, ou lorsqu'une erreur t'a obligé à mûrir. La souffrance n'est pas la fin, c'est l'épreuve qui révèle la structure. Celui qui la traverse en conscience gagne quelque chose que personne ne peut lui retirer. La compréhension de soi. Et cette lucidité, c'est le début de toute liberté. La majorité fuit l'inconfort, mais le stoïcien choisit de l'affronter avec un but. Et accepter n'est pas se résigner, c'est rediriger son énergie. C'est cesser de lutter contre l'inévitable et investir sa force dans ce qui dépend de toi. L'attitude, la discipline, la sérénité face au chaos. Quand la vie te met au défi, ne te demande pas quand cela finira, mais qui tu deviendras après. Parce que la douleur passe, mais ce que tu apprends d'elle reste comme une nouvelle fondation en toi. La souffrance, lorsqu'elle est comprise, se transforme en clarté. Et la clarté est la graine de toute sagesse. Alors, la prochaine fois que l'adversité frappera à ta porte, ne la repousse pas. Respire, fais-lui face avec dignité et dis « Je sais que tu es venu pour m'entraîner, car rien n'arrive par hasard. » Numéro 4. Tout ce que tu ressens, tu l'attires à toi. T'as-tu déjà demandé pourquoi certains schémas se répètent dans ta vie? Des personnes qui te blessent toujours de la même manière, des situations qui épuisent ton énergie, des obstacles différents qui ramènent sans cesse la même sensation de vide. Rien de tout cela n'est un hasard. Avant d'être une réalité, la vie est une fréquence. Tu n'attires pas ce que tu dis vouloir, tu attires ce que tu ressens réellement et que tu nourris à l'intérieur de toi. Si derrière ton désir se cache la peur, l'énergie qui vibre est la rareté. Si derrière ta demande se cache la comparaison, la vibration est celle du manque. Et le résultat n'est pas une punition, c'est une cohérence. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. » C'est cette opinion, cette interprétation intime, qui modèle ton énergie, ta posture et tes choix. Pense à cela comme à une lentille. Si elle est embuée par l'anxiété, par l'envie, par la précipitation, le monde entier te semblera confus. Mais si tu nettoies la lentille, si tu modifies ton focus, si tu ajustes ta perception, le décor reste le même, mais le sens change complètement. L'esprit humain fonctionne comme un filtre actif. Tout ce que tu crois, il cherche à le confirmer. Si tu te réveilles en pensant « rien ne marche pour moi », ton cerveau passera la journée à en chercher la preuve. Mais si tu commences en disant « aujourd'hui je peux créer quelque chose de bon », il cherchera les chemins pour valider cette nouvelle réalité. C'est de la biologie, pas du mysticisme. Et ce processus silencieux façonne ton destin, une pensée à la fois. Il existe une ancienne métaphore soufie. Une mouche et une abeille traversent le même jardin. La mouche trouve la saleté, l'abeille trouve les fleurs. Le jardin est le même, la différence réside dans ce que chacune cherche. La vie est pareille. Elle reflète ce que tu es entraîné à voir. Celui qui cherche ce qui manque trouve l'absence. Celui qui cherche ce qu'il peut créer trouve l'abondance. Mais ce changement de regard demande de la pratique. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est un réalignement mental. C'est choisir ce que tu veux nourrir. Parce que lorsque tu passes la journée à renforcer tout ce que tu n'as pas, tout ce que l'autre a obtenu et toi non, tu entraînes ton esprit à fonctionner dans la rareté. Et cette vibration te place en mode survie, te fait agir avec précipitation, peur et impulsivité. Maintenant, quand tu commences à agir à partir de la présence, à te concentrer sur ce que tu peux déjà construire aujourd'hui, ton énergie change. Tu cesses de demander et tu commences à produire. Tu cesses d'attendre et tu commences à créer. Et c'est à ce moment-là que la réalité commence à répondre, non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé le ton avec lequel tu lui parles. Montaigne disait « L'habitude est le plus grand tyran de l'humanité. » C'est pourquoi toute énergie que tu répètes, qu'elle soit confiance ou peur, finit par gouverner la direction de ta vie. Chaque fois que tu réagis avec calme au lieu de colère, avec concentration au lieu de doute, avec gratitude au lieu de comparaison, tu réaffirmes à l'univers et à toi-même « Je suis prêt pour une nouvelle version de moi ». L'énergie ne ment pas. Elle est le langage avec lequel tu communiques ce que tu crois vraiment mériter. C'est pourquoi, au lieu de répéter « Rien ne marche pour moi », dis et vis
J'apprends à créer ce que je mérite. Et répète-le avec posture, avec action, avec cohérence. Quand tu modifies ta fréquence intérieure, la vie ne tarde pas à répondre, car tout ce qui vibre en harmonie se reconnaît. Les personnes, les opportunités, les chemins. Et ce qui n'est pas aligné avec ton nouvel état s'éloigne naturellement. Ce n'est pas une perte, c'est une purification. Devenir conscient de l'énergie que tu émets est la première étape pour devenir l'architecte de ta propre réalité. Et à partir de ce moment-là, tu ne vis plus dans l'attente de ce qui vient. Tu commences à construire ce qui est. Si cette leçon a fait sens pour toi, commente ci-dessous, avec présence. Aujourd'hui, je change mon énergie. Quand tu vibres dans l'abondance, l'univers comprend le message et commence à te répondre dans la même mesure. Numéro 5. Le destin insiste jusqu'à ce que tu apprennes. La vie te parle tout le temps, mais elle ne crie pas, elle répète. Quand tu n'écoutes pas la première leçon, elle revient. Parfois avec une autre apparence, une autre personne, un autre décor, mais au fond, la même racine. Tu t'impliques de nouveau avec quelqu'un qui t'épuise. Tu recommences à remettre à plus tard ce que tu sais devoir faire. Tu ressens la même angoisse face à des situations que tu avais juré avoir dépassées. Ce n'est pas de la malchance, ni une punition. C'est une invitation à la conscience. Marc Aurèle disait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Et c'est exactement ce qui se passe. Si tu penses toujours de la même manière, agis de la même façon et évites les mêmes douleurs, l'univers te répond avec la même teinte. Tant que tu ne changes pas la tonalité de ta présence, la vie continuera de peindre le même tableau devant toi. Pense à la vie comme à une rivière. Si tu insistes à te jeter toujours dans le même coude, tu seras entraîné par le même courant. Mais si tu changes ton point d'entrée, si tu observes le flux avant de plonger, le trajet change. C'est ainsi que la conscience agit. Elle n'élimine pas la rivière, elle t'apprend à nager autrement. Les répétitions sont des rappels. Ce sont comme des signaux qui clignotent dans l'obscurité, disant « Il y a encore ici quelque chose que tu dois comprendre ». Les ignorer, c'est comme essayer d'éteindre une alarme en se bouchant les oreilles. Le son peut diminuer, mais le problème reste. Le philosophe Nietzsche disait « Ce qui est fait par amour se produit toujours au-delà du bien et du mal ». Et c'est là une clé profonde. Les cycles qui se répètent ne viennent pas pour te punir, ils viennent pour te faire mûrir. Ce sont des expressions de la vie elle-même qui t'aime assez pour te donner une nouvelle chance d'agir avec lucidité. Pense à un forgeron qui refait une pièce jusqu'à ce qu'elle atteigne sa forme exacte. À chaque coup, il corrige, ajuste, perfectionne. La vie fait la même chose. Elle répète les situations, les rencontres et les défis jusqu'à ce que ta structure intérieure soit capable de soutenir le niveau suivant. Ce qui t'irrite aujourd'hui est précisément ce qui te révélera demain ce qui doit encore être poli. Et c'est là que la plupart des gens se perdent. Ils essaient de fuir la répétition. Change le décor, change les personnes, change de ville, mais ne change pas de conscience. Et où qu'ils aillent, les schémas les suivent, car le point commun entre eux tous, c'est toi. C'est ta manière de réagir, d'interpréter, de résister à l'apprentissage. La répétition ne se dissout que lorsque tu comprends ce qu'elle est venue t'enseigner. Quand tu cesses de blâmer l'autre et que tu commences à voir ton propre reflet, quand tu réalises que la vie n'est pas contre toi, elle essaie simplement de t'aligner avec ce qui doit encore mûrir. Alors arrête-toi un instant et observe. Qu'est-ce qui se répète en ce moment dans ta vie? Quels comportements reviennent encore déguisés en nouveaux problèmes? Et surtout, qui dois-tu devenir pour que cela n'ait plus besoin de revenir? Parce que l'univers ne se lasse pas de t'enseigner, mais il change de ton quand il voit que tu as compris. Quand la leçon est assimilée, le cycle se termine. Et quand tu deviens plus conscient, la vie comprend. Maintenant, il est prêt pour quelque chose de nouveau. Et à cet instant, ce qui était douleur devient direction. Les retours cessent d'être une punition et deviennent un chemin, car rien, absolument rien, ne se répète par hasard. Numéro 6. C'est dans l'échec que le caractère se révèle. Nous sommes tous déjà passés par là. Un plan qui semblait prometteur s'effondre. Un choix mène à une impasse. Un effort entier semble disparaître soudainement. Tu regardes ce qu'il en reste et tu ressens ce vide amer, la sensation d'avoir échoué. Mais l'échec, aussi douloureux soit-il, n'est jamais une fin, c'est un miroir. Et tout miroir, aussi dur qu'il paraisse, ne fait que refléter ce qui doit être vu. Marc Aurèle a écrit « La perte n'est rien d'autre qu'un changement. Et le changement est la nature de la vie. » Le stoïcien comprend. L'échec n'est pas un verdict, c'est un processus de révélation. Quand tout échappe au contrôle, c'est là que l'essentiel apparaît. Ce qui est vrai demeure, ce qui était illusion s'écroule. Pense à un pont qui doit supporter un poids. Tant que le chemin est léger, tu crois qu'il est solide.
mais il suffit d'un poids plus lourd pour découvrir où se trouvent les fissures. L'échec est cette épreuve de poids de l'âme. Il montre où tu as construit avec conviction et où tu soutenais encore ta vie avec la peur, l'orgueil ou l'apparence. L'esprit ordinaire tente d'effacer la chute, de la dissimuler, de recommencer trop vite, comme quelqu'un qui balaie les éclats sans comprendre ce qui s'est brisé. Mais le stoïcien observe. Il sait que la chute n'est pas venue pour humilier, elle est venue pour révéler. L'échec est une flamme qui brûle ce qui est superflu et éclaire ce qui est essentiel. Ta volonté, ta clarté et ta force. Elizabeth Gilbert a écrit « Échouer dans quelque chose que tu aimes peut être le chemin le plus rapide pour retrouver la raison pour laquelle tu as commencé. » Et c'est ce que la plupart ne voient pas. L'échec nettoie. Il réorganise tes priorités, te montre qui est vraiment à tes côtés, ce que tu tolérais par peur et ce que tu dois abandonner pour grandir. Il ramène ton attention à l'origine, au but qui s'est perdu au milieu des attentes. Souviens-toi, personne ne mûrit dans le succès, on mûrit dans l'ajustement. Quand tout va bien, il est facile de se distraire, mais quand quelque chose s'effondre, tu es obligé de te regarder en face. C'est dans ce regard inconfortable mais honnête que la transformation commence. L'échec n'est pas une impasse, c'est un détour intentionnel. C'est la vie qui te conduit vers un chemin que ta vanité ou ta précipitation ne t'auraient pas permis de voir seul. Et si tu as le courage d'aborder ce virage avec humilité, tu comprendras que rien n'a été en vain. Ce qui est tombé devait tomber pour que le nouveau ait la place de naître. C'est pourquoi la prochaine fois que tout semblera aller de travers, ne te sens pas honteux. Observe, apprends et demande avec courage « Qu'est-ce que cette chute est venue me montrer que je refusais de voir ?» Car au fond, le véritable échec n'est pas de tomber, c'est de se relever identique. L'erreur qui se répète devient une prison. L'erreur comprise devient sagesse. Et quand tu apprends de la chute, le sol qui t'a fait tomber devient le même sol qui désormais te soutient. Numéro 7. Pour que le nouveau puisse naître, l'ancien doit partir. Deux corps ne peuvent pas occuper le même espace. Nous avons tous appris cette loi de la physique. Mais peu de gens réalisent qu'elle régit aussi l'âme. Rien de nouveau ne peut entrer si l'ancien occupe encore la place. Aucun cycle ne peut fleurir si le précédent n'est pas arrivé à sa fin. Certaines choses ne quittent pas ta vie parce qu'elles étaient mauvaises, elles partent simplement parce qu'elles ont déjà rempli le rôle qu'elles devaient jouer. Mais l'esprit attaché ne comprend pas cela. Il essaie de retenir ce qui s'en va, comme si le monde commettait une erreur, comme si perdre était une injustice. Pourtant, aux yeux de la vie, la perte n'est pas une punition, c'est une direction. Épictète disait « Ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu veux, souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et tu trouveras la paix. » Ces mots ne sont pas une résignation, ils sont une libération, car ce qui s'en va souvent fait simplement de la place pour ce qui est enfin vrai. Le problème, c'est que pour l'ego, perdre revient à mourir un peu. Et en partie, c'est bien cela. La fin d'une ancienne identité pour qu'une version plus mûre puisse naître. Pense à l'arbre en automne, les feuilles ne tombent pas par erreur, elles tombent parce que le cycle a changé. Et si l'arbre insistait pour garder ce qui est déjà sec, il étoufferait ses propres branches et empêcherait le printemps. Toi aussi, tu es ainsi. Il y a des moments où la vie doit retirer ce que tu t'obstines à porter, non par cruauté, mais par amour, pour ta croissance. Beaucoup des pertes que tu pleures encore aujourd'hui étaient, en vérité, des libérations déguisées. Tu as perdu une relation qui te vidait. Tu as perdu un travail qui te rapetissait. Tu as perdu une version de toi-même qui ne tenait plus dans ta conscience actuelle. Et c'est dans ce vide apparent que tu as découvert une nouvelle force, la force de recommencer sans garantie, de te reconstruire à partir de la vérité. Clarissa Pinkola Estés a écrit « Chaque fois que tu perds quelque chose, c'est parce que quelque chose en toi est appelé à naître. » Et c'est vrai. La perte n'est pas la fin, c'est la naissance du nouveau. Elle t'oblige à respirer profondément et à faire de la place, car pendant que tu essaies de combler le vide avec précipitation, l'essentiel, lui, est encore en train d'être préparé. Tu peux pleurer, te retirer, te taire, c'est humain. Mais sache que la vie ne laisse jamais un vide par hasard. Elle enlève ce qui empêche, coupe le superflu et, avec une précision chirurgicale, te rend la bonne direction. Celui qui apprend à respecter ce processus découvre une maturité profonde, celle de faire confiance à ce qui s'en va autant qu'à ce qui vient. La perte, en réalité, est un filtre. Elle sépare ce qui était temporaire de ce qui est essentiel. Et quand tu commences à voir les choses ainsi, tu comprends que ce qui est parti ne t'a rien volé, cela a simplement ouvert l'espace pour ce qui est plus en harmonie avec la personne que tu es en train de devenir. Alors, la prochaine fois que quelque chose sort de ta vie, ne te précipite pas pour remplir l'espace. Attends,
Respire, observe. Parce que peut-être, ce qui aujourd'hui te fait mal en silence est exactement l'endroit où le nouveau est sur le point d'éclore. Et quand cela arrivera, tu comprendras. La perte n'a jamais été la fin, c'était le réalignement nécessaire pour qu'une chose plus grande trouve enfin sa place. Numéro 8. Cesse d'avoir peur. Commence à faire confiance. Accepter que rien n'arrive par hasard, c'est le premier pas pour apprendre à faire confiance. Mais faire confiance, ce n'est pas croiser les bras, c'est continuer à avancer, même sans voir tout le chemin. C'est respirer profondément, même quand tout semble confus. Et pourtant se dire à soi-même, quelque chose est en train de s'aligner que je ne peux pas encore comprendre. Seulement, l'esprit veut des garanties. Il veut savoir quand tout ira bien. Il veut contrôler le temps. Il veut prévoir les issues. Et tant qu'il ne reçoit pas de réponse, il s'affole, il invente des scénarios, il répète d'anciennes peurs et appelle cela réfléchir. Mais ce n'est pas de la raison, c'est la peur qui essaie de prendre le volant de la vie. Épictète disait, si tu veux progresser, accepte de paraître sot et confus pendant un certain temps. Parce que c'est justement dans cet intervalle, quand rien ne semble avoir de sens, que la vie commence à se réorganiser. En apparence, tout semble immobile. À l'intérieur, les racines se renforcent, les directions s'ajustent, le terrain se prépare pour la prochaine étape. Le calme ne naît pas quand tout est résolu, il naît quand tu décides d'arrêter de lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler. Pense-y, combien de temps as-tu déjà perdu à essayer de réparer ce qui ne dépendait pas de toi? Combien de ton énergie a été dépensée dans des discussions inutiles, dans des inquiétudes anticipées, dans des tentatives de prévoir ce que seul le temps pouvait révéler? La confiance commence lorsque tu apprends à placer ton énergie dans ce qui est à ta portée et à laisser le reste s'en aller. Imagine-toi dans une rivière à courant léger. Si tu essaies de nager à contre-courant, tu t'épuises. Mais si tu relâches ton corps en conscience, sans peur, tu remarques que le courant lui-même te guide. Faire confiance, c'est cela. Ce n'est pas renoncer à nager, c'est nager dans le bon sens du flux. La confiance n'est pas un sentiment naïf, c'est un acte de courage. C'est choisir d'agir avec présence, même sans certitude. C'est garder le rythme, c'est continuer à semer, sans savoir quand viendra la récolte. Et c'est précisément ce type de foi active qui transforme le destin en chemin. Ralph Waldo Emerson a écrit « Quand nous faisons confiance, nous simplifions, et tout ce qui est simple s'écoule ». Cette phrase explique ce que le stoïcisme a toujours enseigné. Ce qui t'étouffe, ce n'est pas la vie, c'est l'excès de résistance. L'esprit qui cherche à prévoir chaque pas devient trop lourd pour le présent, et le présent est le seul lieu où l'équilibre existe. Quand tu fais confiance, la peur perd de sa force, car elle ne dicte plus le rythme. La précipitation cède la place à la patience, l'anxiété se transforme en attention, et une nouvelle force commence à naître, non pas impulsive, mais ferme et constante, comme quelqu'un qui a appris à marcher avec le temps, et non contre lui. Faire confiance, c'est garder le pas même quand l'horizon est voilé. C'est accepter que ce que tu ne contrôles pas puisse, oui, être en train de te conduire là où tu dois aller, même si cela fait encore mal, même si cela paraît confus. La vie te montre rarement la carte entière, mais elle te donne toujours la prochaine coordonnée, le pas qui t'appartient maintenant. Alors, quand tout te semblera incertain, ne recule pas. Respire, ajuste ton pas, fais ce qui est à ta portée et fais confiance à ce que le temps est encore en train de construire. La vie ne se trompe jamais d'adresse. Si quelque chose est arrivé jusqu'à toi, c'est qu'il est arrivé avec un but, c'est qu'il fait partie exactement du chemin que tu dois traverser pour devenir celui que tu es destiné à être. Numéro 9. Tu découvres ton but en vivant. Que faire quand la vie perd sa lumière, quand tout semble identique et que même ce qui avait du sens ne t'anime plus? C'est le moment où beaucoup abandonnent, mais c'est aussi le point précis où le véritable but commence à naître. Le sens de la vie ne se découvre pas d'un seul coup. Il se construit pendant que tu vis, dans les gestes simples, dans les choix honnêtes, dans les petites attitudes que tu répètes chaque jour. Et la plupart du temps, il disparaît parce que tu essaies de le trouver seulement dans les résultats, et non sur le chemin. Viktor Frankl, qui a survécu à un camp de concentration, a écrit « Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment ». Et c'est cela. Ce qui détruit, ce n'est pas le poids de la vie, c'est de vivre sans raison de le porter. Parfois, le sens s'éteint parce que tu as cessé de prendre soin de ce qui compte vraiment. Tu t'éloignes des autres, tu t'attaches à des objectifs vides, tu te compares trop. Mais le but n'est pas de vaincre le monde, il est de rester entier à l'intérieur, même quand le monde te pousse à sortir de toi. Anne Lamott a écrit « Presque tout refonctionne si tu le débranches quelques minutes, y compris toi. » Et peut-être que c'est cela qu'il te manque, te déconnecter un peu du bruit, respirer et te reconnecter
à ce qui est essentiel. Tu veux retrouver le sens de la vie? Recommence à faire le bien, même sans retour. Recommence à te consacrer, même sans applaudissements. Recommence à remercier, même dans les jours difficiles. Le sens est caché dans les petits gestes qui gardent l'âme vivante. Parce qu'au fond, le but n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu crées. Il naît chaque fois que tu choisis de continuer avec foi, d'agir avec présence et de garder la douceur, même quand la vie se durcit. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu comprendras. Le sens ne t'a jamais abandonné, c'est toi qui devais t'arrêter pour le ressentir à nouveau. Chaque personne que tu as croisée, chaque douleur que tu as affrontée, chaque choix qui te paraissait petit, tout cela te façonnait pour devenir celui que tu devais être. Rien n'a été laissé au hasard, ni les chutes, ni les détours, ni ce moment présent où tu écoutes ces mots. La vie sait ce qu'elle fait, même quand tu ne la comprends pas encore. Et c'est précisément là que réside la foi. Continuer. La plupart des choses qui t'inquiètent ne vont pas arriver. Mais cela n'empêche pas ton esprit de réagir comme si c'était déjà en train de se produire. Il transforme une possibilité en menace, une pensée en problème, et te maintient en état d'alerte pour quelque chose qui n'existe même pas encore. Et au final, tu ne t'épuises pas à cause de ce que tu vis. Tu t'épuises à cause de ce que tu imagines. Et il y a une raison directe à cela. Ton esprit n'essaie pas de comprendre la réalité. Il essaie de contrôler ce qui n'est même pas encore arrivé. L'inquiétude vient de là. Et plus tu essaies de contrôler, plus l'esprit s'agite, parce qu'il mène un combat qu'il ne peut pas gagner. Les stoïciens savaient exactement ce qu'était ce sentiment. Marc Aurèle a été direct en écrivant « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. » Quand tu comprends cela, tu trouves la force. Et quand cela devient vraiment clair, quelque chose change. Tu réalises que tu n'as pas besoin de tout résoudre, que tu n'as pas besoin de tout prévoir, que tu n'as pas besoin de porter le monde entier dans ton esprit. Tu commences à lâcher prise. Et c'est là que la tranquillité cesse d'être quelque chose de lointain et commence à devenir une construction intérieure. Épictète a vécu comme esclave, et malgré cela, il a trouvé une paix que personne ne pouvait lui enlever. Sénèque conseillait des empereurs, vivait entouré de pouvoir, d'argent, et malgré cela, il devait faire face à la peur, à la pression et à l'incertitude. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils ont appris à séparer ce qui dépend d'eux de ce qui n'a jamais dépendu d'eux. Et ce simple changement change tout, parce que quand tu comprends cela, l'esprit ralentit, l'anxiété perd de sa force et la vie commence à devenir plus légère. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment appliquer ce principe dans ton quotidien, comment réduire l'inquiétude, retrouver le calme et reprendre le contrôle sur ton esprit. Avant de commencer, fais quelque chose de simple. Écris dans les commentaires « Je contrôle cela ». Garde ça en tête, parce que cette phrase peut changer la façon dont tu réagis à la vie. Maintenant, on commence. 1. La ligne de la réalité. Comment séparer les faits des opinions? Allons droit au point. Une grande partie de la souffrance que tu ressens ne vient pas de ce qui s'est passé. Elle vient de la façon dont tu as interprété ce qui s'est passé. Elle ne naît pas dans le monde. Elle naît dans ton esprit, dans cette voix intérieure qui prend quelque chose de simple et le transforme en un problème énorme avant même que tu t'en rendes compte. Tu ne souffres pas du fait. Tu souffres du récit que tu construis autour du fait. Et les stoïciens ont compris cela il y a des siècles, mais la plupart des gens passent leur vie entière sans s'en apercevoir. Ce qui t'arrive ne te blesse pas directement. Ce qui te blesse, c'est le sens que tu donnes à ce qui s'est passé. Les faits sont neutres, ils n'ont pas d'intention, ils n'ont pas de cruauté, ils n'ont pas de drame, ils n'arrivent pas avec une légende émotionnelle, ils arrivent simplement. Mais ton esprit, quand il n'est pas entraîné, entre en action immédiatement, il n'observe pas, il interprète. Et pire, il interprète vite, de façon exagérée, et presque toujours de travers. Et c'est là que la souffrance commence. Voici un exemple simple mais puissant. Tu envoies un message. Des heures passent et le silence reste. C'est tout ce qui s'est passé. Mais ton esprit n'accepte pas le silence. Il remplit le vide avec des histoires. Elle m'ignore. J'ai dit quelque chose de travers. Je ne suis pas important. Tu vois ce qui s'est passé ici? Le fait était le silence. La souffrance est venue de l'interprétation. C'est comme voir une ombre dans le noir et imaginer automatiquement un monstre. Le problème n'est pas l'ombre, c'est l'histoire que tu as créée à son sujet. Et tout à coup, tu es anxieux, incertain, mal à l'aise, à cause de quelque chose qui n'a jamais été confirmé, jamais été dit, et qui n'existe peut-être même pas. Tu n'as pas réagi à la réalité. Tu as réagi à une fiction créée par ton propre esprit. Autre exemple réel, tu perds un emploi. Le fait est simple, tu ne travailles plus à cet endroit. C'est tout. Mais l'esprit entre en scène. Ma vie est finie. J'ai échoué. Je ne vais jamais réussir à me relever. Le fait était un événement, la souffrance était un scénario complet
que tu as écrit en quelques secondes. L'action qui change tout est la suivante. La prochaine fois que tu sens l'anxiété, la peur ou l'inquiétude grandir, arrête-toi et demande « Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Sans histoire, sans adjectif, sans exagération. Juste le fait. Ils t'ont critiqué? Le fait, quelqu'un a dit quelque chose. Le reste, c'est ta construction. Tu as été ignoré. Le fait, la personne n'a pas fait attention à toi. Le reste, c'est une interprétation. Quand tu apprends à séparer le fait de l'histoire, tu coupes la racine de 90% de la souffrance émotionnelle. Parce que la vérité est simple et dure en même temps, ce ne sont pas les événements qui te détruisent, c'est la façon dont tu les amplifies dans ton esprit. Quand tu retires le drame de la réalité, ce qu'il reste n'est presque jamais aussi lourd que cela semblait. La montagne qui t'effrayait, souvent, n'était qu'une ombre projetée sur le mur. Alors, arrête d'être le narrateur de ta propre tragédie. Sois le chirurgien de ton esprit. Coupe l'exagération. Enlève le drame. Garde seulement ce qui est réel. Et tu vas remarquer quelque chose de puissant. Ce qui te détruisait n'était presque jamais dans le monde. C'était dans la façon dont tu y pensais. 2. La division du contrôle. Tu as déjà appris à séparer le fait de l'histoire que ton esprit construit par-dessus, mais maintenant vient la partie la plus importante, parce que sans cela, le premier outil ne tient pas. Beaucoup de gens se rendent déjà compte qu'ils exagèrent, savent qu'ils dramatisent, sentent que leur esprit va trop loin, et pourtant n'arrivent pas à s'arrêter. Et cela arrive pour une raison simple. Le problème n'est pas seulement dans l'interprétation, il est dans l'endroit où tu mets ton énergie. Tu ne penses pas seulement de travers, tu investis de l'effort dans des choses qui n'ont jamais été sous ton contrôle. Et cela épuise énormément, parce que cela fait que tu t'inquiètes tout le temps. C'est comme essayer de pousser un mur de béton avec les mains nues, tu forces, tu insistes, tu t'uses, mais pas un centimètre ne bouge. Et au final, celui qui se blesse, c'est toi. Les stoïciens ont résolu cela d'une manière presque brutale dans sa simplicité. Divise la vie en seulement 2 parties. Première, tout ce qui dépend de toi. Tes actions, tes choix, ton attitude, ta discipline, ce que tu décides de faire aujourd'hui. Deuxième, tout ce qui ne dépend pas de toi. L'opinion des autres, le résultat final, le jugement des autres, la circulation, l'économie, la réponse de quelqu'un, le commentaire d'un inconnu. Maintenant vient la partie que beaucoup évitent de regarder en face. Le deuxième groupe ne t'appartient pas. Il ne t'a jamais appartenu. Et souffrir pour cela, c'est comme essayer d'empêcher la pluie de tomber avec les mains ouvertes. Tu te fatigues, tu te frustres, et la pluie continue de tomber exactement de la même façon. Pense à quelque chose de réel. Un entretien important demain. La plupart des gens passent la nuit coincés dans des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Est-ce qu'ils vont m'aimer? Et s'il y a quelqu'un de meilleur? Et si j'échoue? Tu vois? Ils essaient de contrôler la décision d'une autre personne. Ils se battent sur le mauvais terrain. Le stoïcien fait autrement. Il ramène tout à ce qui est à lui. Il pense « Je peux bien me préparer, je peux me reposer, je peux arriver avec clarté, je peux parler avec honnêteté, je peux donner le meilleur de moi-même. Cela m'appartient, seulement cela. Le résultat ne m'appartient pas. Et quand tu comprends cela vraiment, quelque chose change. Tu as fait tout ce qui était à ta portée et tu n'as pas été choisi. Tu n'as pas échoué. Tu as rempli ta part, parce que ton rôle n'a jamais été de contrôler le monde. Il a été d'agir avec excellence dans ton propre champ. C'est la différence entre vivre en paix et vivre en guerre constante avec la réalité. Alors, chaque fois que quelque chose commence à te ronger de l'intérieur, arrête-toi et demande-toi avec honnêteté, est-ce que cela dépend entièrement de moi? Si la réponse est non, arrête de porter cela. Je ne dis pas d'ignorer la vie, je dis d'arrêter de souffrir pour quelque chose qui n'a jamais été entre tes mains, d'arrêter de lutter contre la réalité et de diriger ton énergie vers ce qui est à toi. Ton caractère, ton action, ta réponse, le reste, c'est du bruit. Et le jour où tu comprendras vraiment cela, pas seulement avec la tête, mais dans ton corps, dans la façon dont tu réagis, tu vas ressentir quelque chose que tu n'as peut-être pas ressenti depuis longtemps, de la légèreté. 3. L'affrontement nécessaire. Tu as déjà compris ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas, mais malgré cela, il existe un type d'inquiétude qui ne disparaît pas. Elle revient quand tout est silencieux, quand rien ne s'est passé, mais que quelque chose pourrait arriver. Elle ne vient pas du passé, elle vient du futur. Et précisément pour cela, elle est plus difficile à gérer, parce qu'elle n'a pas de forme, pas de visage, seulement une possibilité. Cette peur a une particularité, elle ne fonctionne que dans le noir, dans l'incertitude, dans ce que tu évites de regarder, parce que ce que tu ne regardes pas, ton esprit l'agrandit, et plus tu évites, plus cela grandit, parce que ce n'est pas le problème qui te paralyse, c'est le manque de clarté à son sujet. Les stoïciens avaient une réponse pour cela.
Ils appelaient cela la préméditation de l'adversité. Et non, ce n'est pas imaginer le pire pour souffrir avant le moment. C'est imaginer le pire pour ne pas être pris au dépourvu. La plupart des gens entendent cela et pensent que c'est du pessimisme, mais c'est l'inverse. C'est de la préparation. Pense à ce qui t'inquiète le plus en ce moment. Perdre ton emploi, qu'une relation se termine, qu'un projet échoue ou que quelqu'un d'important parte. Maintenant, fais ce que la plupart évitent. Arrête-toi et visualise cela en train d'arriver, sans fuir, sans adoucir. Vois la scène complète, comme si c'était déjà réel. Parce que tant que tu évites d'y penser, ton esprit traite cela comme quelque chose d'inconnu. Et l'inconnu semble toujours plus grand que ce qu'il est réellement. Maintenant, continue, respire et remarque quelque chose d'essentiel. Tu es toujours là. Ton corps continue, ton esprit continue, ton caractère continue. Si tu perds ton emploi, tu as encore tes compétences, ta capacité à recommencer, comme des millions de personnes qui sont déjà tombées et sont revenues plus fortes. Si une relation se termine, la douleur existe, mais tu restes toi-même. Ton identité ne disparaît pas avec cela. Si tout ne se passe pas comme prévu, tu as encore la base qui soutient toute reconstruction, toi. Et voici le point qui change tout. La peur commence à diminuer non pas parce que le scénario cesse d'exister, mais parce qu'il cesse d'être inconnu. Quand tu traverses ce scénario dans ton esprit et que tu arrives jusqu'au bout et que tu te rends compte que tu es encore debout, quelque chose dans ton esprit change complètement. La peur ne disparaît pas, mais elle perd son pouvoir. Parce que maintenant elle a une forme, et ce qui a une forme peut être affronté, c'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Ce qui semblait énorme a maintenant une limite. C'est cela qui construit une vraie confiance, pas celle qui dépend du fait que tout se passe bien, mais celle qui naît du fait de savoir que, si cela tourne mal, tu sauras comment agir. Et cela change complètement la façon dont tu vis. Le futur cesse d'être une menace constante et devient simplement quelque chose que tu es prêt à affronter. Cette technique stoïcienne n'est pas du pessimisme, c'est comme un entraînement invisible. Tu passes mentalement par ce que tu redoutes pour que, quand cela arrive, ce ne soit pas la première fois. Sénèque parlait de cela avec simplicité. Il conseillait d'imaginer les pertes et les difficultés, non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre préparé. Parce que celui qui entraîne son esprit avant ne se brise pas quand la vie le met à l'épreuve ensuite. 4. Le façonnage intérieur. Tu peux tout comprendre. Tu peux étudier, tu peux réfléchir, tu peux même être d'accord avec chaque idée, mais au moment où la vie se resserre vraiment, une seule chose compte, ce que tu as déjà vécu en pratique. Les outils précédents te donnent de la clarté, t'apprennent à séparer les faits des jugements, à lâcher ce qui n'est pas sous ton contrôle et à observer le pire scénario avec sang-froid. Mais il y a quelque chose qu'aucun d'eux ne peut te donner à lui seul, une résistance réelle. Parce que quand la douleur arrive, quand le problème est concret, quand il y a une vraie pression, la théorie ne soutient personne. Et c'est pour cela que tant de gens s'effondrent face aux premiers problèmes sérieux. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne se sont jamais entraînés. Ils ont vécu des années dans le confort, sans friction, sans avoir besoin de se dépasser, sans affronter un véritable inconfort, sans devoir produire des résultats sous pression. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais soulevé de poids de sa vie et qui, soudain, doit porter quelque chose de lourd. Le corps ne répond pas, non pas parce qu'il est incapable, mais parce qu'il n'a jamais été préparé. L'esprit fonctionne de la même manière. La confiance n'est pas un joli sentiment qui apparaît de nulle part. La confiance est une trace interne. C'est le résultat d'expériences qui te prouvent à toi-même que tu tiens bon. Elle ne naît pas de phrases répétées devant le miroir. Elle naît des moments où tu as voulu abandonner et tu n'as pas abandonné. Des jours où c'était difficile et tu as continué. Des situations inconfortables où tu es resté ferme. Sans ces preuves, ton esprit n'a aucune raison de te faire confiance. Et c'est là qu'entre en jeu l'une des pratiques les plus puissantes du stoïcisme, l'inconfort volontaire. Chercher de petites difficultés de manière intentionnelle, avant que la vie n'impose des difficultés plus grandes, non comme une punition mais comme un entraînement. Comme un soldat qui se prépare avant la guerre, parce qu'attendre que la crise arrive pour découvrir si tu es fort, c'est le pire moment possible pour ce test. Alors tu commences petit, une douche froide quand tout en toi réclame de l'eau chaude. Sortir marcher quand il pleut et que le canapé paraît plus confortable. Rester quelques heures loin du téléphone, même en sentant cette légère anxiété de vouloir le prendre. Te lever quand le corps réclame encore 5 minutes, sentir la faim un peu plus longtemps avant de manger. Des choses simples, mais extrêmement puissantes, parce que chacune de ces actions envoie un message direct à ton cerveau. Je ne suis pas contrôlé par mes impulsions. Je décide. Je commande. Et quand ce message se répète tous les jours,
Tu cesses d'être quelqu'un qui réagit et tu deviens quelqu'un qui choisit. Et c'est la base de la vraie confiance, pas celle qui dépend que tout se passe bien, mais celle qui naît de la certitude que, même quand ça ne se passe pas bien, tu tiens bon. C'est la confiance de celui qui a déjà été dans l'inconfort et n'a pas été détruit par lui, de celui qui a déjà eu envie d'arrêter et a continué quand même, de celui qui a déjà affronté des jours difficiles et est resté debout. Ce type de confiance ne fluctue pas, elle ne dépend pas de la validation, elle ne dépend pas des circonstances, elle se construit, brique par brique, situation par situation, choix après choix. Alors arrête de chercher toujours le chemin le plus facile, parce que le chemin facile t'affaiblit silencieusement. Il te laisse sans préparation précisément pour le moment où tu as le plus besoin de force. Accueille la friction, accueille l'adversité, entraîne l'inconfort, entraîne ton autocontrôle. Fais-en une partie de ta routine, parce que quand le vrai problème arrivera, et il arrive toujours, tu ne trembleras pas. Tu reconnaîtras le terrain et tu sauras exactement quoi faire. 5. Le principe des 2 poignées que personne ne t'a enseigné. Épictète enseignait quelque chose qui, si tu le prends au sérieux, change complètement la manière dont tu traverses les moments difficiles. Tout ce qui arrive a 2 poignées. Une qui te permet de faire face avec fermeté et une autre qui t'entraîne à l'intérieur du problème. Et voici l'erreur que presque personne ne perçoit. Tu ne souffres pas seulement de ce qui s'est passé, tu souffres de la manière dont tu tiens ce qui s'est passé. Dans la pratique, cela se produit vite, automatiquement, presque invisiblement. Quelqu'un te manque de respect, et en quelques secondes, tu transformes cela en quelque chose de personnel, comme si cela définissait qui tu es. Quelque chose ne se passe pas comme prévu, et tu l'interprètes déjà comme un échec, comme si une erreur définissait tes capacités. Un plan ne fonctionne pas, et tu traites déjà cela comme une perte totale, comme s'il n'y avait aucun ajustement possible. Et c'est là que l'inquiétude entre en jeu, non comme une réaction au fait, mais comme une construction au-dessus du fait. Tu ne penses pas seulement « ça n'a pas marché », tu commences à penser « et si tout continue à mal tourner ? Et si cela montre que je ne suis pas capable ? Et si les autres s'en rendent compte ?» Tu vois, le problème initial était petit, mais la manière dont tu le tiens commence à multiplier le poids. L'esprit ne fait pas que porter, il amplifie. Maintenant, visualise cela. C'est comme traverser un aéroport en serrant dans tes bras une valise lourde, en forçant, en te fatiguant, alors qu'en réalité elle a des roulettes et qu'elle a été faite pour être tirée avec légèreté. Le poids est le même, la valise n'a pas changé, mais la manière dont tu as choisi de la porter transforme complètement l'expérience. Et c'est exactement ce que tu fais avec beaucoup de problèmes. Ils ont déjà un poids, mais tu insistes pour les porter de la manière la plus difficile possible. Mais celui qui développe une force émotionnelle fait différemment. Non pas parce qu'il vit des choses plus faciles, mais parce qu'il apprend au milieu de la pression à ajuster la manière dont il tient cela. Une mauvaise journée ne devient pas une mauvaise vie. Elle devient simplement un jour qui doit être traversé avec plus de conscience. Un message ignoré ne devient pas un rejet. Il devient simplement une absence de réponse. Un regard de travers ne devient pas un jugement. Il devient simplement l'opinion de quelqu'un d'autre. Un silence ne devient pas du mépris, il devient simplement une absence d'information. Une erreur ne devient pas un échec, elle devient une correction de trajectoire. Un retard ne devient pas du désespoir, il devient une réorganisation. Rien de tout cela n'est du positivisme forcé, c'est de la stratégie, c'est de l'intelligence appliquée au moment où il serait plus facile de réagir par impulsion. Et voici le point le plus important. Tu n'as pas besoin de nier ce que tu ressens, tu dois ne pas aggraver ce qui est déjà difficile. Voilà la différence. Parce que la maturité, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est ne pas transformer tout en quelque chose de plus grand que ce que c'est réellement. Parce qu'au fond, la plupart des choses qui te submergent ne sont pas plus grandes que toi, tu es simplement en train de les gérer de la manière la moins efficace possible. Et cela est un choix qui s'entraîne. Au milieu de l'inconfort, au milieu de la pression, tu peux t'arrêter une seconde et te demander « Est-ce que je gère cela ou est-ce que je suis en train d'aggraver cela ?» Et cette question change tout, parce qu'elle te sort de l'automatique et te remet aux commandes de ton action. L'inquiétude, les moments difficiles, ce sentiment d'angoisse et d'agitation, rien de tout cela n'est plus grand que toi. Ce qui donne cette impression, c'est la manière dont tu es en train de gérer cela. Quand tu portes ces situations par la mauvaise poignée, tout devient plus lourd, tout paraît urgent, tout semble hors de contrôle. Mais quand tu ajustes la manière de tenir, le même problème cesse de te dominer et devient simplement quelque chose que tu traverses. C'est le basculement. Tu cesses d'être traîné et tu commences à diriger. Parce qu'au fond, ce n'est pas la vie qui t'écrase, c'est la manière dont tu lui réponds. Et au moment où tu comprends cela,
tu récupères quelque chose que tu n'aurais jamais dû perdre, le contrôle sur toi-même. Alors, la prochaine fois que tu sens le poids augmenter, ne réagis pas. Ajuste, choisis la bonne poignée et continue d'avancer. 6. Le rappel final. Arrête de gaspiller ta vie. On arrive à la dernière pratique, la plus inconfortable et en même temps, la plus transformatrice de toutes. Les précédentes t'ont donné de la clarté, t'ont donné du contrôle, t'ont donné de la force pour faire face au monde. Mais celle-ci fait quelque chose de différent. Elle change la manière dont tu vois le temps, et quand tu changes ça, tout change avec. Ça s'appelle Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir. Je sais ce que tu peux être en train de penser maintenant. C'est lourd, c'est négatif. Mais, en réalité, c'est l'inverse. C'est la pensée qui redonne le plus de lucidité à ta vie. Le problème, ce n'est pas que tu t'inquiètes trop. Le problème, c'est que tu vis comme si tu avais un temps infini. Tu t'accroches à un commentaire de quelqu'un qui ne te connaît même pas. Tu t'épuises pour un email sans réponse. Tu perds de l'énergie à essayer de contrôler l'opinion des autres. Parce que, au fond, tu agis comme si tu pouvais gaspiller des journées entières. Et malgré ça, avoir encore largement le temps de vivre vraiment plus tard. Mais laisse-moi te montrer ça de manière simple. C'est comme quelqu'un qui reçoit une seule bouteille d'eau pour traverser le désert et qui décide d'en jeter la moitié sur un coup de tête en pensant qu'il en trouvera une autre plus loin. Voilà l'erreur. Tu traites ton temps comme quelque chose de remplaçable, alors qu'il ne l'est pas. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Si tu savais avec une certitude absolue qu'aujourd'hui est ton dernier jour, est-ce que tu accorderais encore de l'importance à ce message ignoré, à cette critique, à ce détail qui n'a pas été parfait? Ou est-ce que tu laisserais tout ça tomber comme quelque chose de trop petit pour être porté? Parce que c'est exactement ce que c'est, trop petit. Au fond, ce qui pèse vraiment, ce ne sont pas ces choses-là. Ce sont les personnes que tu aimes, les actions que tu entreprends, et la personne que tu choisis d'être pendant que tu as encore du temps. Memento Mori, ce n'est pas de la tristesse. C'est une question de priorité. C'est un filtre brutal, direct et honnête. Chaque fois qu'une inquiétude apparaît, pose-toi une seule question. Est-ce que ça aura encore de l'importance à la fin de ma vie? Si la réponse est non, et la plupart du temps, ce sera non, alors cette inquiétude ne mérite même pas une seconde de ton attention. C'est la règle, simple, claire, directe et libératrice, parce que ton temps est la seule ressource que tu possèdes vraiment, et c'est la seule que tu ne récupéreras jamais. L'argent revient, les opportunités reviennent, l'énergie revient, la vitalité revient, mais le temps, non. Alors arrête de le donner à l'anxiété, au ressentiment ou au besoin d'approbation. C'est comme donner de l'or en échange de sable. Utilise ton temps pour construire quelque chose de réel, pour renforcer qui tu es, pour agir avec intention. N'attends pas un bon moment, le scénario parfait. Il n'existe pas. Ce qui existe, c'est le moment que tu décides d'utiliser, la réalité dans laquelle tu es maintenant. Pense à quelqu'un qui a traversé des situations extrêmes, la guerre, la perte, le manque, et qui malgré tout a gardé un esprit solide. Ces personnes n'avaient pas plus de temps que toi, elles avaient simplement plus de conscience de sa valeur. Et c'est ça que tu dois construire. Utilise ta mortalité comme une boussole, pas comme une peur, mais comme une direction. Comme un rappel quotidien que chaque choix a du poids, parce que le temps est en train de passer maintenant. Pendant que tu lis ça, vis comme quelqu'un qui comprend ça, agis avec clarté, décide avec fermeté, et arrête de gaspiller ton énergie pour ce qui n'a pas d'importance. Parce qu'un jour, inévitablement, tout se termine. Et quand ce jour arrivera, la seule question qui comptera sera « Est-ce que tu as vraiment vécu ou est-ce que tu as simplement réagi à ce qui n'avait pas d'importance ?» Si pratique. Un seul objectif, te libérer de ce que tu ne contrôles pas et te redonner le contrôle de ce qui a toujours été à toi, ton esprit, tes choix et ton temps. Sépare les faits de l'interprétation. Détache-toi de ce qui ne t'appartient pas. Affronte l'inconfort avant qu'il ne te domine. Ajuste la manière dont tu portes ce qui t'arrive. Et n'oublie jamais, le temps passe, pas plus tard, pas quand tout sera parfait, maintenant. Alors, utilise ça à ton avantage. Parce que, au final, la différence entre celui qui vit avec clarté et celui qui vit submergé ne réside pas dans la vie que chacun reçoit, mais dans la manière dont chacun répond à ce qu'il reçoit. Ça ne fonctionne pas seulement dans les moments calmes. Ça fonctionne précisément quand tout sort de contrôle. Quand quelqu'un te met sous pression, quand quelque chose se brise, quand la journée ne ressemble plus à ce que tu avais prévu, c'est là que ça se vérifie. Des personnes comme Épictète, Marc Aurèle et Sénèque ne sont pas devenues fortes parce que la vie a été facile. Elles sont devenues fortes parce qu'elles ont appris à agir avec clarté même quand rien n'était favorable. Quand tout devenait lourd, elles ne cédaient pas. Elles restaient solides. Maintenant,
c'est ton tour. À partir d'ici, tu peux continuer à réagir comme tu l'as toujours fait. Ou tu peux commencer à répondre avec conscience. Tu peux rester en mode automatique, répéter les mêmes schémas, continuer à tout porter de la manière la plus lourde, ou tu peux t'arrêter, ajuster et avancer plus léger, même avec le même poids.